Salut à tous, c'est toujours Ben, vous écoutez l'épisode 162 du podcast Dunk Hebdo. Au programme, on débriefe les deux premiers matchs des finales NBA entre les Warriors et les Raptors. Pour en discuter, j'ai avec moi Alan, fidèle au poste. Ça va Alan ? Salut Ben, c'est tout le monde. Ouais, ça va super. Allez, c'est parti. Let's play into the finish, everybody. Just stay composed. I mean, they're a great team. They make runs, but that third quarter, we imposed our will and got stops on defensive end. And no matter how ugly it was down the stretch, got it done. Un partout, les Raptors et les Warriors sont donc à égalité après les deux premiers matchs de ces finales 2019. Deux premières joutes qu'on va décortiquer dans cette émission. Mais Alan, nous sommes lundi soir, il est très très tard, j'ai très peu dormi. Alors on va démarrer l'émission par une question à la first take. Peut-on parler de oui, t'as raison, hein, le oula est de circonstance. Peut-on parler de miracle pour les Warriors ? Je m'explique avant de te laisser la parole. Globalement, on va y revenir, ils ont été assez dominés sur ces deux matchs quand même. Une stat à ce sujet, ils n'ont remporté que 2 des 8 cartons joués pour l'instant. Les 2 troisièmes cartons d'ailleurs, c'est assez symbolique. Et à chacun de ces cartons d'ailleurs, on a l'impression qu'un membre de l'effectif des Warriors se blesse. Alors, je reviens à ma question de départ. Est-ce que ce 1-1 après 2 matchs avant de revenir à Auckland, est-ce que c'est pas un petit miracle ? Voilà, ta question, on entend la réponse un peu derrière, tu vois. On sait pourquoi tu la poses. Et oui, c'est un mini miracle au vu des 6 premiers cartons surtout. Si tu découpes un peu la série comme ça, les 3 premiers quarts de la série, donc les 6 premiers cartons, l'ensemble du match 1 et la première mi-temps du match 2, on avait des Warriors et c'est un peu marrant parce qu'on échangeait beaucoup tous les deux pendant les matchs où tu me disais mais quelles sont les solutions, tu vois, même si les Splash Brothers, Curry, Thompson arrivent à faire deux matchs, les deux à plus de 30 points, d'où vont venir les solutions, qui peut mettre des paniers en sortie de banc, comment faire quand Curry sort du banc, quid de Draymond qui malgré l'absence de KD, malgré Boogie Cousins qui est dans le premier match n'a pas eu une grande importance, n'arrivait pas à prendre son rôle offensivement, et en face une équipe où ça marchait bien et ça fonctionnait bien, surtout à côté de Kawhi. Et donc ouais, c'est un peu un miracle et on pensait pas du tout dire ça parce que dans l'épisode de preview qu'on aurait dû sortir, moi et Pierre surtout, on n'avait pas du tout ce son de cloche là. Ouais, t'as bien fait de dire qu'on échange beaucoup. On est les deux du site les vaillants qui sommes réveillés même malgré les obligations extérieures. C'est ça. Et honnêtement, j'ai en gros plus ou moins dit à la fin du deuxième quart-temps du match 2 que c'était plus ou moins mort. J'assume totalement ce moment-là que les Warriors m'ont fait regretter 25 minutes après avec ce fabuleux troisième quart-temps dont on va vraiment parler. Mais oui, comme tu l'as vu, j'ai un peu orienté cette question parce que clairement, sur la physionomie des deux matchs, on a vraiment l'impression que côté Raptors, on va y revenir, mais ça a été un petit peu mis à mal sur le match 2, mais on avait vraiment l'impression d'avoir trouvé la solution, vraiment être dans un bon rythme avec des role-players qui répondent présents, et ça, Dieu sait, encore une fois, on risque d'y faire beaucoup référence à cet épisode de preview, c'est ma faute, il n'a pas pu sortir à cause d'un problème technique de mon côté, mais c'est vrai que c'était vraiment un point sur lequel on se questionnait, la capacité des role-players des Raptors à répondre présent. Ils l'ont fait, et c'est vrai que côté Warriors, on avait vraiment l'impression, et un deuxième point que je mets beaucoup en avant et qui je dois saouler Alan, c'est que moi j'arrête pas de parler depuis le début de la série du destin. J'ai l'impression que le karma essaye quand même de nous faire comprendre que les Raptors doivent gagner cette série, parce qu'il n'y a rien qui va côté Warriors. C'est assez incroyable, des shoots, etc. Enfin, il y a des trucs qui ne vont pas jusqu'à, et on va en parler, parce que pour l'instant, je pense que c'est l'événement majeur de cette série, ce troisième quart-temps, 18-0 passé par les Warriors, véritable rouleau compresseur. De 1, qu'est-ce qui s'est passé, si on peut analyser ça un peu à froid, et surtout, comment on peut expliquer, parce que je trouve ça plus intéressant, expliquer que côté Raptors, tout s'est un peu effondré, parce que clairement, ce match 2, ils l'ont perdu en 6 minutes. Ouais, c'est un peu depuis que les Warriors dominent un peu l'NBA, on parle souvent de leur stats et de leur net rating dans les troisièmes quart-temps où chaque année c'est hyper impressionnant. Et là, ça n'a pas dérogé à la règle au moment où ils en avaient vraiment le plus besoin. Parce que si tu repars à 2-0 à Auckland avec Kevin Durant où on sait toujours pas quel est son futur,
comment il est physiquement, tout simplement. Comment il est et les différences entre ce qu'on nous dit et la réalité. Là, t'étais vraiment, vraiment pas bien. Et puis après, t'as ce troisième quart-temps où, si tu veux un peu mettre l'accent côté Warriors, ils ont mis des shoots. Faut pas résumer ça à un problème d'adresse. Ils ont mis les shoots. Ils ont extrêmement bien fait circuler le ballon. Et c'est là où je pense que tout le monde dont Sam Veceni, par exemple, Danny Leroux, tout le monde était super enthousiaste sur la partie de DeMarcus Cousins, qui a été vraiment impressionnant, important, que ce soit défensivement sur Gasol, où je l'ai trouvé, il a vraiment bien embêté Gasol, et on a plus vu Gasol dans cette partie du match-là, et offensivement, il a trouvé des solutions, trouvé des shooters, et quand t'as Draymond et Cousins ensemble sur le terrain, t'as des intérieurs qui sont d'excellents passeurs et qui ont une bonne vision du jeu, et si à côté, ça met dedans, Quinn Cook, par exemple, dont on rigolait souvent, toi et moi, qui a vraiment répondu présent, Quinn Cook. Moi, je voulais qu'on arrête de donner des ballons à Jerebko et à McKinney, et qu'on les donne à Quinn Cook, par exemple. Quinn Cook qui est sur cette série et sur ces playoffs, pas loin d'être le 5e, 6e meilleur joueur des Warriors, hein. Et donc qui a été important. Après, côté Toronto, il y a plusieurs facteurs qui expliquent, mais en vrai, rien n'explique un 18-0, mais plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi ils ont un peu pris l'eau à ce moment-là. On va commencer côté Warriors, vu que t'as pas mal parlé des Warriors. C'est vrai que la partie de Boogie, je pense qu'on peut en parler maintenant. Je suis assez content pour DeMarcus Cousins parce que une partie importante de ce que j'appelle toujours, non sans véhémence, l'intelligentsia NBA avait tendance à un peu le descendre, pas forcément pour son choix de carrière, mais plutôt pour son impact sur le terrain. Et nous aussi, on a été parfois critiques avec lui, mais en l'occurrence, il a vraiment, alors qu'on sait que, je pense que ça se voit que physiquement, notamment quand il doit aller au cercle, il est toujours pas, je pense, à 100%, mais il a vraiment été, ça a été quoi, le 2 ou 3e meilleur Warrior sur le terrain hier. Incroyable vraiment comme tu l'as dit, avec sa qualité de passe qui a posé d'énormes problèmes aux Raptors. Et justement, dans ce run-là, tu as parlé des shoots, mais je pense aussi ce qu'il faut mettre en avant, c'est les cuts. On sait que c'est une grosse force des Warriors et en l'occurrence la défense des Raptors, ce qui est extrêmement surprenant en réalité, parce qu'on sait que c'est une défense disciplinée et assez physique, et elle a été plus physique que disciplinée, j'ai l'impression, par séquence sur ce match 2. Et ben là, elle a complètement explosé en fait, parce que comme tu l'as dit, ça te donne des intérieurs où passeur, t'as l'impression que les 5 joueurs sur le terrain peuvent passer la gonfle, et tout de suite ça pose des problèmes qui sont assez difficiles à régler pour la défense, surtout que Curry et Clay ont un peu mis des shoots, eux, et ce qui fait vraiment qu'on a eu ce 18-0. Après, de l'autre côté du terrain, et là je sais que c'est un peu difficile de critiquer Kawhi en ce moment, parce que il est sur une séquence assez incroyable, et même dans un début de finale NBA où il est pas dans ses standards des 2 tours précédents, il reste incroyable. Pour moi, ça a toujours été un des petits défauts que je trouve à Kawhi, c'est qu'en fait, il est trop dans le rythme du match. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, par exemple là, quand Kawhi prend feu, il va garder la gonfle et tout parce que ses coéquipiers, le rythme du match va l'amener à prendre beaucoup la gonfle. Quand il va voir ses coéquipiers comme sur le match 1 en réussite, il va parfois être un petit peu plus en retrait parce que ses coéquipiers réussissent les shoots. Là, quand le run commençait vraiment à s'installer, on passait les 10, les 11, les 12-0, je trouve qu'en tant que franchise player, en tant que joueur qui est étincelant à 1 contre 1, il doit aller contre le rythme, quitte à prendre des shoots qui sont pas académique peut-être dans la construction de l'action, mais faire du 1 contre 1 et stopper ça en fait. Et c'est ce qu'il a pas fait vraiment. Des fois il a un peu un jeu d'esthète dans le sens où il veut pas, en fait on a l'impression que le flow du match il veut pas y toucher Kawhi. Et en l'occurrence c'est un petit truc que j'ai trouvé assez gênant. Pareil pour Marc Gasol, qui lui aussi, Tom l'a dit plus d'une fois, hein, vu qu'il a un sacré passé, il connaît Marc Gasol compte tenu de Memphis. Gasol c'est aussi un esthète dans le sens où il va pas prendre des mauvais shoots, et des fois ça s'est vu, comme tu l'as dit, quand DeMarcus Cousins lui a rendu la vie difficile, Marc Gasol il a eu un impact mais nul en fait sur le match. Ouais. Puis comme tu l'as dit, ça aurait été bien que Kawhi force un peu le trait et qui joue un peu, qu'il ait cette volonté de prendre des tirs difficiles, mais des tirs qui, quand ça compte, doivent être importants pour vraiment stopper les séries, comme tu l'as dit. Mais en même temps, l'équipe des Raptors a fait 2 fois moins de passes décisives que Golden State hier, c'est-à-dire que Golden State a fini avec 34 passes décisives, ce qui est très très haut, tandis qu'en face t'as Toronto qui a été à moins de 20, je crois 16 ou 17 passes décisives. Donc en fait ils ont pas mis tellement de shoot.
on aurait aimé que Kawhi force un peu le trait, mais en même temps, les autres à côté n'ont plus super répondu présent. Je pense que Siakam aussi qui a été plus en retrait par rapport au premier match. Van Vliet a fini avec 17 shoots pris. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose que Fred Van Vliet prenne autant de shoots devant des joueurs comme Kyle Lowry, Marc Gasol, comme tu l'as dit. Ça, il y a comme une répartition des rôles dans ce troisième quart-temps qui a pas été bonne en fait. Alors que sur les 6 premiers quart-temps, la répartition des rôles était bien, parce que Kawhi était très fort, mais même les autres joueurs avaient de l'importance, prenaient de l'importance, et arrivaient à peser. C'est quand même fait un énorme match 1. Dans le match 1, Gasol met des tirs tôt, Kyle Lowry met des shoots aussi. En sortie de banc, t'as des joueurs qui font de bonnes choses, tandis que là, dans ce troisième quart-temps, tout s'est un peu cristallisé. Personne n'a réussi vraiment à répondre, et on a attendu que Kawhi le fasse, et lui, dans son jeu, c'était pas tellement quelque chose de naturel en quelque sorte. Donc, ouais, totalement. Tu vois rien aller un peu dans ce sens-là par rapport aux 6 premiers quart-temps. Surtout que, et je pense que c'est aussi, c'est un peu le défaut, le travers d'une équipe qui découvre en réalité les Warriors en mode playoff. C'est-à-dire qu'on a vu dans ce run-là que côté Raptors, on a beaucoup pris de tirs à 3 points. Et en fait, je pense qu'on avait une peur côté Raptors d'être décroché en fait. Et ça s'est vu, ça s'est matérialisé dans beaucoup de tirs à 3 points. Parfois, comme tu l'as dit, des sélections de shoot ou des tireurs qui sont pas forcément les plus logiques vu le contexte. Mais c'est là où on voit peut-être une différence avec les Cavs, même si on sait que voilà, les séries étaient un peu moins serrées ces dernières années, ou les Rockets par exemple, qui eux ont peut-être un peu plus cette expérience d'affronter les Warriors et qui tombent peut-être moins dans leur travers quand il y a des runs. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que Van Vliet avait été sur une lancée assez incroyable. Là, il est retombé et c'est vrai que c'est pas à lui de prendre autant de shoots. Après, quid de Kyle Lowry qui a vraiment fait un match 2 extrêmement compliqué. Alors déjà, pour moi, c'est symbolique sa sortie. 6e faute, d'où tu vas, après un rebond, essayer de chipper la balle alors que tu as 5 fautes. À ce moment-là dans le match, c'est une erreur mentale assez impardonnable. C'est que mental à ce moment-là. Ouais, à ce moment-là, et tu peux pas faire ça. Comme tu l'as dit, Siakam moins en réussite. En fait, on a l'impression que tout le monde était un petit peu moins en réussite et que la machine s'est un petit peu rouillée face aux Warriors qui retrouvaient un peu de leur réussite. C'est ça, et c'est pour ça que tu as ouvert un peu le podcast avec cette question du miracle, parce que c'est arrivé d'un coup en fait. C'est arrivé d'un coup après un match et demi dominé, un match et demi où il n'y avait pas tellement de différence, et on se demandait, franchement, il va falloir d'énormes Warriors pour revenir dans la série, pour faire quelque chose. Et puis, à un moment, le baromètre s'est inversé, et puis ils ont pris l'eau complet. Et en face, avec la mentalité, la culture qui règne dans cette équipe, dans cette franchise, quand ils peuvent tuer la bête, ils la tuent, et ils n'ont pas laissé passer, tu vois, même dans le dernier quart, ils n'ont pas laissé passer l'occasion. Et là du coup, ma deuxième question du podcast et logiquement arrive. Est-ce que là on n'est pas dans un tropisme total, parce que si on prend un peu de recul, les Warriors, certes, ont fait ce gros 3e quart, mais ils passent pas loin et des grosses frayeurs en fin de match. Parce que là encore, on peut parler de miracles où ils sont quand même pas loin de le lâcher. Est-ce qu'on est vraiment rassuré, en fait ? C'est pour moi la deuxième question. Je suis très, très, très loin d'être rassuré. Enfin, rassuré, on va croire qu'on défend les Warriors, qu'on nous accuse. On nous accuse souvent de ça. Rassuré dans le sens où, côté Warriors, pour moi, on est loin d'être sorti de cette panade des 2 premiers matchs. C'est-à-dire qu'on arrive à 1-1, on a limité la casse, on a été gagné ce match à l'extérieur. Mais le match 3, par exemple, pour moi, on est encore dans une situation où les Warriors sont très loin d'être favoris, largement. Pour plusieurs choses, oui. Déjà parce que, il y a ce qu'on voit sur le terrain, et tu te dis que la meilleure équipe sur l'ensemble des 2 premiers matchs, c'est quand même Toronto. Faut quand même se dire les choses. Comme tu as dit, ils ont gagné 3 quarts des cartons, donc c'est quand même, faut se le dire. Les Warriors ont des blessés, parce que, Clay, quand on l'a vu sortir, et qu'on a vu un peu, est-ce qu'il y a pas mal d'insiders qui sortent des choses, on a des infos qui fusent un peu de partout, même s'il joue, dans quel état il sera. On a Curry qui était malade, très mal, pas bien, est-ce qu'il va se remettre avec, pas de souci pour ça. Il y a KD, il y a pas mal de choses, et puis comme on en discutait tous les deux, il y a cette impression visuelle qu'en fait les Warriors n'ont pas un énorme ascendant et n'ont pas vraiment l'ascendant, et donc en fait c'est pas que Toronto peut gagner, mais c'est que c'est faisable, tu vois, et donc c'est faisable, et donc ça aurait été limite même encore, ça aurait été plus faisable dans la tête des gens s'ils étaient à 2-0. Là pour moi c'est mentalement un petit
un petit avantage pour les Warriors, vraiment, d'avoir gagné ce match 2. Parce que si tu repartais à 2-0 à Golden State avec des blessés et la confiance en face, franchement, il aurait vraiment fallu l'orgueil du champion et au niveau du jeu, de nouvelles choses pour les Warriors. Là, pour moi, il limite la casse. C'est vraiment cette sensation de limiter la casse, même si, comme je l'ai dit, par rapport à ce que moi, par exemple, je voyais avant la série, c'est remis en cause. Totalement, je vois ce que tu veux dire et globalement je suis assez d'accord. On n'en parle pas trop, mais je pense que côté Raptors ça pourrait faire mal cette défaite quand même, parce qu'ils sont quand même passés pas loin et on a vraiment la sensation, je pense du côté des Canadiens, que c'était joué à 6 minutes quoi. Il y a vraiment eu ce trou noir, mais autrement ils étaient encore dans leur élément. Après, là où encore une fois je suis pas rassuré, comme tu l'as dit, c'est vraiment la profondeur côté Warriors, où on a vraiment l'impression que Jordan McKinney, Jonas Jerebko, qui font tous les deux des finales, oh là là, c'est vraiment c'est très 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 compliqué, où les Raptors jouent ça excellemment bien défensivement, c'est-à-dire que McKinney a souvent des shoots ouverts, il les prend, mais s'il a les shoots ouverts, c'est tout simplement ce que la défense lui laisse. Pareil pour Jerebko, qui lui a moins les shoots ouverts, mais qui en met pas une. Et on a vraiment la sensation que côté Warriors, à tout moment sur le terrain, il y a deux joueurs qui sont... au minimum 2 qui sont des joueurs négatifs entre guillemets, et c'est un truc qu'on a rarement vu côté Warriors en fait, où là où d'habitude leur force de frappe leur permet de cacher ça, là ils ont pas cette marge. Après, ce que j'ai trouvé super intéressant dans le match 2, c'est que du coup côté Warriors on est revenu aux fondamentaux, mais je parle même pas aux fondamentaux des Warriors de cette année, je parle vraiment aux fondamentaux du début de cette dynastie Warriors, le pick and roll Draymond Curry, qui a été un problème, mais auquel ils n'ont pas su répondre en fait, tout simplement les Raptors, et je pense qu'il pourrait être un problème qui va s'implanter dans la série et qui pourrait être un élément déterminant de cette série. On a retrouvé ça, comme tu l'as dit, le jeu de passe, tu as parlé de ces stats là où ça a été statique côté Raptors, ça a énormément bougé côté Warriors, où vraiment on a l'impression que les Warriors sont obligés de retourner un petit peu en arrière, 2-3 ans en arrière, pour retrouver les clés, pour peut-être un peu percer à jour cette défense des Raptors, parce que tout simplement, là, on n'est plus sur une série, contrairement aux 2-3 dernières années, où le simple talent va réussir à les faire passer et à remporter le titre. Là, ça ne sera pas le cas. Ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, c'est un truc que j'avais voulu dire dans le dernier podcast, on en parlait tous les deux, c'est qu'en fait, Kerr, même avec un banc mauvais, il va quand même faire jouer. En fait, c'est quand même quelqu'un qui ouvre son banc. Et quand tu vois et c'est vrai que tu l'as dit, il y a toujours des joueurs des Warriors sur le terrain où tu te dis, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font sur le terrain, quoi. Et donc, cette capacité qu'ils ont à ne pas sombrer avec au moins 2 joueurs qu'on pourrait appeler défaillants, c'est très fort, et ça surtout donne du crédit aux 3 autres qui sont à chaque fois sur le terrain, parce que comme moi je me suis énervé un peu hier soir quand tu joues 2-3 pick and pop en 3 minutes pour Jerebko et qui met rien dedans, il touche même pas l'arceau alors qu'il est grandement ouvert. Les Raptors laissent tous les shoots à Jerebko, à McKinney, à d'autres Jerebko qui peut les mettre, c'est pas non plus un shooter affreux, mais quand tu vois qu'il est pas du tout en réussite, c'est un joueur qui est très c'est un joueur de série, pour l'avoir connu à Boston. C'est vraiment un joueur de série, Jerebko. Et donc, là, tu vois, il joue quand même, mais c'est ça que tu dis, Kerr, c'est vraiment, il est dans sa philosophie de jeu. Là où en face, Nurse, lui, il y a 8 joueurs qui jouent et ça ira pas plus loin. 9 avec Mako parfois. Totalement. Ils sont 11 en fait à jouer côté, ils sont 11, côté Warriors. Quand tu regardes quand tu regardes les box scores, Bogut encore c'est ça qui est assez incroyable. Après, on s'est concentré sur McKinney et Jerebko qui en soi jouent peu en fait, quand tu regardes bien la série. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est en fait vraiment ces minutes et cette impression de se dire ok, les Warriors sont vulnérables parce que leur profondeur de banc n'est peut-être pas aussi forte qu'avant, ça on le savait, mais là une petite blessure et une adversité plus forte et tout de suite tout est remis en question. Après, je pense vraiment côté Warriors, c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment insister, ce retour aux fondamentaux. Et en plus de ça, moi j'aimerais bien insister aussi sur le match de Draymond, parce que je trouve que il se fait souvent critiquer, Draymond, parce qu'on sait c'est un personnage, voilà, enfin on peut comprendre qu'on le critique, c'est pas toujours justifié ces critiques, et en l'occurrence défensivement, je pense qu'il a été de retour. La défense des Warriors, on n'en a pas trop parlé de ça.
J'ai parlé, je sais pas si tu es d'accord avec moi, à toi de me dire, je trouve que la défense des Raptors a été est toujours aussi physique et toujours pose énormément de problèmes, mais au niveau des communications, et ça c'est un truc que les Warriors de toute façon font péter un câble à toutes les défenses, ils ont réussi sur troisième quart-temps notamment à le faire. À l'inverse, la défense des Warriors, elle a été assez constante avec un parti pris, c'est clairement de limiter Kawhi. Totalement. Limiter Kawhi. Alors, il y a cette volonté aussi, pour ça que Gasol a été bon dans les premiers matchs. C'est bon, en gros, si on se fait battre par Marc Gasol, voilà, on se sera fait battre par Marc Gasol, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est cette volonté de choisir son poison, comme certains le disent souvent. Une volonté de limiter Kawhi, une volonté d'être dur sur l'homme. À l'intérieur, j'ai trouvé que, en termes de rebond, surtout dans le match 2, ils ont vraiment fait un super travail. Et c'est là aussi où potentiellement la blessure de Kevon Looney peut être un problème. Parce qu'il y a Looney qui s'est blessé aussi, qui a des pépins. Donc, mais j'ai trouvé que voilà, au terme de rebond, c'était bien. Et puis Boogie et Draymond qui ont fait un bon boulot, franchement, surtout Draymond. Mais vraiment un super boulot comme c'est toi qui avais mentionné cette idée un peu qui joue un peu comme un free safety, Draymond. C'est un joueur qui joue beaucoup avec son cerveau, avec ses yeux. Dans l'épisode qui n'est jamais sorti. Voilà, mais donc je te redonne la possibilité de parler de ça en fait. Mais c'est cette idée d'un joueur de deuxième voire troisième rideau qui joue beaucoup avec ses yeux et donc qui lit. Et quand il arrive à faire ça, c'est très très compliqué en face. Surtout quand lors au match 1, moi j'avais mis un coup de pain dans l'épisode j'avais vraiment pensé que Draymond mettrait beaucoup à mal Pascal Siakam. Heureusement qu'on n'a pas pu sortir l'épisode parce que après le match 1 j'aurais eu l'air d'un allumé, mais dans le match 2 là Draymond a vraiment haussé le niveau, haussé l'intensité et surtout moi en fait après la défense, moi c'est offensivement je trouve qu'il est essentiel en fait, parce que offensivement sans KD avec Thompson quand il joue sans Thompson et juste avec Curry, le pick and roll à 2. Et là, quand il se retrouve avec le ballon en tête de raquette lancé, et ben c'est létal comme action en fait. C'est totalement létal. Et donc c'est là où je trouve il a vraiment réaugmenté son niveau de jeu. Après, pour revenir sur les rebonds, c'est vrai qu'ils ont limité la casse, mais on voit là encore que le manque de profondeur côté Warriors, les Raptors arrivent à les faire payer, parce qu'ils ont quand même été plus d'une fois dominés au rebond. Et la différence, en fait, une des différences entre les deux matchs, c'est qu'ils n'ont pas su profiter de ces rebonds offensifs côté Raptors. Après, comme tu l'as dit, tu as cité Siakam, mais je pense que globalement, si on revient un peu sur ce match 1 pour pas en fait rester bloqué sur le match 2, le match 1, ça a été un peu le match, je pense, rêvé, c'est-à-dire que tous les role-players des Raptors ont répondu présent, et c'est là où on a pu en fait un peu remettre en cause la stratégie défensive des Warriors, en fait, qui est vraiment... il y a eu plein d'articles très intéressants sur ça, qui montrent vraiment que l'idée de... Tout le monde est vraiment centré sur Kawhi. Il y a plein de vidéos qui sont sorties où tu voyais vraiment que dès que Kawhi a le ballon, 4 joueurs sur le terrain côté Warriors ne regardent que Kawhi, en fait. Ouais, les yeux, quitte à les yeux rivés sur lui. Et en l'occurrence, il y a eu, je pense, un petit changement très subtil au match 2 où on a été un peu moins rivé sur Kawhi côté Warriors, et ça a été plutôt bénéfique. Ensuite, je pense que là, on peut commencer à se projeter vers la suite de la série. Ce que je trouve assez intéressant dans cette série, c'est que pour l'instant, on n'a pas eu le scénario... En fait, typiquement, dans l'épisode qu'on n'a pas sorti, on avait une crainte, c'est que côté Raptors, on ait un scénario où Kawhi sort des matchs jordanesques et que personne ne réponde à côté. On va entamer le match 3, pour l'instant, on n'a toujours pas eu ce scénario-là. C'est clair. Et c'est pour ça que s'ils avaient gagné le 2, ça aurait fait encore plus peur. Parce que sans un Kawhi jordanesque, comme tu as dit, ils auraient été à 2-0 et donc ça aurait été dû à des causes externes. Donc j'allais dire autre qu'endogène en fait, mais c'est-à-dire qu'en fait ça aurait été dû à Marc Gasol, Kyle Lowry, Pascal Siakam dans le 1, et peut-être même Van Vliet. Je trouvais qu'Ibaka était super bon aussi sur petite séquence, et c'est là où je peux un tout petit peu en vouloir à Nurse sur quelques moments, même si Ibaka prend pas mal de fautes. Ibaka qui a vraiment dominé au rebond, j'ai trouvé, dans le match 2. Je crois qu'il y a en moins de 15 minutes, il a plus de 10 rebonds, j'ai plus la stat en tête, mais... Ouais, 10 rebonds en 16 minutes, ouais. Voilà, tu vois. Et donc, je l'ai trouvé vraiment bon à ce moment-là. Après, offensivement, il a ce bon rôle de finisseur proche du cercle. Ça peut être un ajustement possible pour Nurse de plus le mettre en place, parce que, en fait, surtout si en face, ça joue Bogut, quoi. Parce que si Bogut
joue comme dans le match 2, le meilleur moyen de le mettre à mal, c'est de jouer un peu plus petit et plus rapide. Et donc, Ibaka ou Siakam en 5 pourraient vraiment mettre à mal ça, parce que, en fait, Pocket va jouer parce que Looney est un peu blessé et Jordan Bell aussi n'a pas joué. Mais il faut trouver des minutes pour un 5 autre que Boogie et autre que Ike Green en poste 5. Donc, une quinzaine de minutes pour les Warriors, mais un peu plus. Mais moi, j'en viens à la... Alors, c'est peut-être le fait qu'on enregistre ce podcast tard, mais moi, j'en viens à me demander si côté... Parce que je pense que ça peut être intéressant de parler des ajustements pour la suite. Côté Raptors, je me demande si une part de l'intérêt, et c'est dingue, hein, mais c'est pas d'amener les Warriors à jouer petit, en fait. Parce que, et ça a été expliqué par Kevin O'Connor de The Ringer dans un article sur le site The Ringer. Et c'est vrai que là, on a vraiment eu la sensation avec Cousins notamment que le salut côté Warriors passait par un 5 dit plus classique avec un pivot. Et j'ai l'impression que côté Raptors, on a la possibilité de basculer sur un 5 plus small ball, notamment avec peut-être Ibaka, c'est pas vraiment du small ball extrême, mais mettre plus Ibaka, peut-être sortir un peu Gasol, parce que tout simplement, le problème de profondeur des Warriors à l'heure actuelle, il est sur les postes 2, 3, 4. Donc obligé à jouer small ball. À l'heure actuelle, c'est obligé à, même si on a dit qu'il a fait un bon match 2, c'est obligé à mettre beaucoup de pression sur un Quinn Cook, attendre des performances de Sean Livingston, etc. Et c'est peut-être mettre plus de pression encore et basculer vers ce small ball. Après, c'est perdre cet avantage au rebond. Donc ça devrait vraiment être pour Nick Nurse. On va dire que c'est son premier test là en l'occurrence dans tous ses playoffs, j'ai l'impression. Il a eu les 2 premières séries, désolé pour les Celtics, mais les 2 premières séries où il n'a pas vraiment eu à faire de gros champs. Les Celtics pas du tout, j'inverse Bucks et Raptors. La fatigue, les Sixers où il a fait quelques ajustements, mais sur les 2 séries il a eu profité, même si je diminue pas son apport coaching, il a profité d'un Kawhi assez énorme. Là il va devoir maintenant trouver la solution et un peu percer à jour ce côté Warriors, même si encore une fois je pense qu'il est important de rappeler, même si on ne l'a pas fait pendant cette émission, il ne faut pas oublier la globalité des 2 matchs et les Raptors ont plus d'une solution contre ces Warriors. Rien d'autre à dire, Alan, sur cette série pour l'instant ? Non, pas grand chose. J'aime bien, il y a un peu de trash talking. Franchement, ça fait plaisir, tu vois, de voir un peu des joueurs qui se cherchent avec, la personne susdite qui est Aubry ou Drake pour et qui est Champagne Papy aussi pour les réseaux sociaux. Mais voilà, tu vois, il y a un peu de les Instagrammeurs. C'est ça, il y a un peu de folklore, ça parle. Tu vois que Kawhi connaît un peu les Warriors aussi, donc même si c'est quelqu'un de très très calme dans sa personnalité, très introverti, il y a quand même des choses. Et puis nécessité de gagner pour les Warriors de gagner les 2 chez eux mardi, mercredi et vendredi soir. Et puis voilà, du côté de Toronto, voir, comme tu as dit, les ajustements de Nurse. C'est vrai que c'est pas qu'en fait Nurse a eu tellement de boulot à faire dans les prochains tours, c'est que tout ce qu'il a fait a parfaitement réussi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que donc on n'a pas vu en fait des ajustements de coach. Malheureusement, on les voit et on en parle toujours quand c'est un peu mauvais, parce que ça ressort en fait. Ça c'est vraiment ça ressort. Tandis que là, s'il arrive à faire de bons ajustements, on en parlera, mais on parlera surtout d'un jeu de Toronto extrêmement... Après Vas-y. Je pense que l'ajustement, c'est même pas un ajustement, mais c'est juste qu'il faut que côté Raptors, ça joue un petit peu mieux. C'est vrai que c'est un peu difficile d'analyser côté Raptors, je parle beaucoup offensivement, parce qu'on a eu ce match où c'est un récital, le match 1. Enfin, je veux dire, à la fin, il y a moins de 10 points d'écart, mais dans les faits, on a l'impression... Enfin, il n'y a aucun moment où les Warriors ont vraiment semblé être à portée de tir et de pouvoir remporter ce match 1. Et on a eu le match 2 où... il y a certes eu ce 3e quart-temps, mais enfin, côté Raptors, il n'y a personne à plus de 50% au tir. Enfin, c'est incroyable comme stat. Tout ça plombé par le 3e quart. Parce que même dans le 4e, comme tu as dit, ils reviennent. Et puis sans cette action, c'est l'action qui est tellement symptomatique de la dynastie des Warriors, quoi. Curry un peu vraiment bien défendu, et puis Livingstone, joueur qui paye pas non plus de mine et qui fait le choix là, passe quasi aveugle, et Iguodala qui est pas un tireur élite, qui met son tir, quoi. Et donc ça
c'est aussi pour ça qu'ils sont si durs à battre. Ouais. Après, une dernière réflexion sur cette série avant de conclure ce petit podcast après 2 matchs. Je commence à me dire que j'ai peur qu'on soit en train de créer une série qui, médiatiquement, je parle, je sais pas à quel point ça, on saura jamais pour les joueurs. J'ai l'impression qu'on crée une série qui repose sur un seul truc, c'est les Warriors doivent tenir jusqu'à l'arrivée de Kevin Durant. J'ai l'impression que je lis ça partout et moi ça me gêne de plus en plus parce que de un, c'est je pense pas manquer de respect aux Warriors tels qu'ils sont, mais c'est peut-être un peu les sous-estimer, mais deuxièmement, c'est surestimer l'impact au jour J de Kevin Durant. Alors bien sûr c'est Kevin Durant, c'est un extraterrestre de ce sport, il est incroyable, mais rentrer dans une finale NBA alors qu'il n'aura pas joué depuis plusieurs semaines, alors qu'on sait qu'au moment où il va arriver, il ne sera pas à 100%, et que physiquement en face, on l'a dit plus d'une fois, c'est un truc sur lequel on avait pas mal insisté pendant la preview qui est donc pas sortie. Il avait mis physiquement ils sont du répondant côté Raptors. Je suis pas sûr en fait que l'impact soit tel qui fasse complètement basculer la série et qu'on passe d'un affrontement équilibré qui penche parfois côté Raptors à une domination des Warriors. Je suis pas sûr de ça. Donc j'ai un peu de mal avec ce discours qui se crée autour vraiment du fait que on parle limite plus de la date d'arrivée de Kevin Durant que du retour des matchs surtout. Et encore une fois, c'est un truc dont on avait parlé encore dans cette preview. Ça me saoule de pas avoir été en capacité de la sortir. Moi, quand vraiment un joueur 2-3 jours avant chaque match, on t'explique qu'il va pas jouer, ça a tendance à me dire qu'on va pas le revoir de sitôt, quoi. Voilà, ouais. Et pour plein de raisons diverses qui peuvent être liées tout simplement à la blessure, à son état physique, mais aussi au potentiel problème de réaggravation de blessure si jamais il joue en vue d'un été où pour lui c'est très important aussi, tu vois. Plein de choses différentes. Et ouais. C'est les médias qui écrivent un peu la chose, tu vois. Et si Durant revient, Durant ne revient pas, et tout ça crée, comme tu l'as dit, ce sentiment de se dire bon bah quand Durant revient, la série n'est pas terminée, bah avantage Warriors, tu vois. Alors qu'en fait on sait pas s'il va revenir. Même si encore une fois je veux pas diminuer l'impact de Durant qui aura un impact important. Bien sûr. Dis juste le truc de dire en gros Durant arrive, la série bascule côté Warriors, pour moi c'est simplifier énormément les problématiques en réalité, parce que les Raptors pourront juste lui mettre Kawhi dessus, enfin ce qui est ce qui est quand même pas mal. D'ailleurs à ce sujet, je tiens à souligner la perf de Klay sur Kawhi. Kawhi fait pas, encore une fois on est très dur, mais c'est un joueur d'un tel niveau Kawhi qui est pour l'instant un petit peu en deçà de ses précédents tours, mais c'est aussi parce que Klay fait sur séquence défense sur lui, fait un gros travail. Pareil pour Iguodala, Draymond. Si Kawhi est un petit peu plus dans le dur, et encore tout est relatif, c'est aussi grâce à l'énorme travail de la défense des Warriors. Là où côté Raptors, Van Vliet a fait un boulot sur Curry aussi notamment, qui est assez énorme. Enfin, on est vraiment face à deux équipes et ça nous change des précédentes années, je trouve. On est vraiment sur des équipes qui sont capables de faire déjouer l'adversaire défensivement sur des grosses séquences. Parce que n'ont jamais été capables de faire les Cavs en réalité vraiment contre les Warriors. Dans les 4 années des Cavs, que ce soit du fait des blessures dans la première série, du fait du manque de profondeur dans les deux dernières, si on peut le dire, à part 2016-2017 non 2015-2016 pardon, où il y avait eu des ajustements intéressants de Lou avec Jefferson par exemple, ou Shumpert qui avait eu des passages intéressants sur les extérieurs des Warriors. On n'a jamais eu autant de choses comme ça à mettre sur eux. Van Vliet, comme on avait pu le pressentir, un très bon boulot sur l'homme face à Curry. Et puis oui, ils ont des joueurs envoyés, et puis surtout, comme tu l'as dit avant, quand des fois ça joue avec McKinney, Jerebko, quand ça joue avec Looney, quand ça joue avec Jordan Bell, quand ça joue avec Jacob Evans, qui a aussi vu le terrain, c'est compliqué. C'est très compliqué côté... Qui a vu le terrain 4 secondes. A vu le terrain. Il a vu le terrain en fait. Il est reparti direct après. Mais tu vois, c'est encore une fois, on en a parlé avec Tom, cette idée que Kerr ne changera pas ses principes, parce que Jacob Evans, qui était un rookie qui n'a quasiment pas joué de l'année, il l'avait mis dans le match 4 contre Portland, tu vois. Genre ça,
Et ça se trouve, on va voir Jacob Evans, tu vois. C'est comme les principes de Kier sont de la sorte. Il va ouvrir son banc. Il l'ouvre. Là où, en fait, Nurse, lui, n'ouvre pas son banc, mais il joue à 8. Mais en fait, quand on regarde bien, au niveau des minutes jouées, on n'a pas de joueur au-dessus des 45, quelque chose comme ça. Ce qui est d'ailleurs assez... parce que, enfin, faut savoir que moi, c'est ma première finale que je vis sans LeBron. Et moi, ça me marque de voir... enfin, en direct, en tout cas, on va dire classiquement en regardant en direct la nuit, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi, ça me marque de voir qu'en fait, on n'a pas vraiment mauvais jeu de mots, on n'a pas vraiment ce warrior, ce mec qui sort jamais du terrain, en fait. On est face à deux coachs qui maîtrisent un peu, qui le font de façon différente, mais qui poussent pas leur superstar à jouer de façon excessive. Kawhi, le match 2, il joue 38 minutes. Ouais, surtout, ça change pas. Enfin, je veux dire... à LeBron, quoi, dans les dernières séries. Quoi. Ouais, LeBron qui sortait pas, en fait. Enfin, où c'est vraiment... Et en cela, après, on a toujours les mêmes problématiques qui sont... C'est une fin d'épisode très décousue, en fait, parce que j'ai des idées qui me viennent comme ça. Mais c'est là où, quand même, encore une fois, les séquences où tel ou tel joueur sont absents restent très importantes, en réalité. Enfin, on voyait ça avec LeBron, c'était... surexploité au possible vu qu'il y avait personne pour le remplacer, mais quand même côté Warriors, les séquences où il n'y a pas Curry, ou surtout Curry en l'occurrence, ça pèse quoi, ça se voit. Mais c'est là où c'est la petite surprise, c'est que sur ce match 2, ils ont réussi à limiter tout ça. Du coup, Alan, pour le match 3, est-ce qu'on va se ridiculiser à donner un pronostic, ou alors est-ce que tu veux pronostiquer le reste de la série? C'est vraiment se ridiculiser pour rien, gratuitement quoi. C'est vraiment... Mais... C'est tout l'intérêt du podcasting, honnêtement. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment... depuis c'est donner le bâton pour se faire battre. Il faudrait dans un an revoir chaque série qu'on a fait un pronostic et voir les bilans, parce que ça pourrait être pas joli. Mais moi, j'ai envie... On a au moment où on enregistre, on a plus d'infos sur Klay Thompson ou pas? Plus que ce qui est sorti. On n'en a pas vraiment, en fait. Au moment où on enregistre, on n'en a pas... C'est un peu le flou, quoi. Moi, je vois bien les Raptors gagner le 3. Moi, je dirais, en gros, pour moi, je serais pas surpris qu'à l'entame du match 5, on soit à 2-2. Ouais. Oui. Je pense que entre le match 3 et 4, ça va encore faire 1. Je suis d'accord avec toi. Ce qui fait que du coup, là, ce que j'ai un peu taillé tout à l'heure, mais là, l'importance de Kevin Durant reprend... est vraiment ultra importante, parce que là on pourrait arriver match 5 etc, à un moment il pourrait éventuellement revenir, et là ça serait totalement déterminant. C'est clair que là ça fait du bien parce qu'on va avoir une série serrée, et clairement côté Raptors, en fait ils ont trop été dominants, c'est un grand mot peut-être, mais ils ont trop montré qu'ils avaient les capacités pour sur séquence être vraiment très forts, pour pas en arracher un à Golden State quoi. Et encore une fois, Golden State, ils ont eu ce run dans le troisième quart-temps du match 2, mais ça masque pas toutes les déficiences et les manques qu'ont leur effectif actuellement, tout simplement. Petite question, je me posais en préparant l'émission, et que je trouve intéressante après 2 matchs, parce que souvent les années précédentes, enfin moi, de toute mon expérience de mec qui regarde les finales NBA, après le match 2, j'ai toujours l'impression, à part l'année du premier sacre des Warriors, qu'un MVP des finales se dessinait au bout de 2 matchs. Là, j'ai l'impression qu'on le donne à Kawhi par défaut, mais que personne n'est pour l'instant en fait le grand bonhomme de ces finales. Je suis d'accord. J'ai pas grand chose à rajouter sur ça. On attend un takeover de quelqu'un qui devrait arriver et qui va arriver. Ah bah la dernière fois que Kawhi il a joué en playoff à Golden State, il en aura mis plus 25 avant le Zaza, l'incident Zaza. Donc à voir clairement. N'hésitez pas à nous donner sur les réseaux sociaux vos pronostics. Je pense que sans être un pronostic suisse, ça me semble assez juste de parier sur un 1-1 à Auckland, ce qui serait pas surprenant en soi. Et on repart au match 5. Et ce serait assez intéressant, quoi, parce que là, on serait au meilleur des 3 matchs. Et là, ça nous donnerait une série super intéressante. J'ai toujours des questions pièges, Alan. Je réserve la dernière pour maintenant. On a pronostiqué le 1-1. Mais si tu devais donner les 2 matchs à une équipe, tu les donnes aux Raptors ou aux Warriors?
Parce que moi, honnêtement, ça peut sembler à contre-courant avec tout ce qu'on a dit dans le podcast, mais déjà pour moi, les Raptors, les voir en prendre un en Californie, c'est limite, c'est le truc le moins surprenant au monde pour moi. Les deux, ça serait très 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 fort, mais ça serait pas fou de les voir en prendre deux. Après, encore une fois, j'ai l'impression que je commence à sous-estimer les Warriors et ça pourrait venir le retour de bâton me faire regretter très vite. Ouais. Il y a deux choses. Il y a entre ce que le pronostic un peu d'avant-série où je voyais la série se dessiner comme elle se décide en ce moment, sauf en fait avec ce qu'on voit sur le terrain. Je pensais que ça allait être un partout et que les Warriors allaient gagner 3 et 4 chez eux. Et puis en fait là c'est un partout, mais pas le un partout que je pensais que tu vois qui allait se passer. Et donc je vais quand même dire les Warriors. Non, je peux pas dire les Warriors. Non, avec les blessures, avec ce qu'on a vu sur les 8 cartons qu'on a eu, je peux pas dire les Warriors. Je suis obligé de dire Toronto. Même si je pense que les Warriors vont en gagner un. Ouais, ça semble être. C'était juste pour piéger, pour qu'on se moque de nous au direct, au bar. Tu me connais au bout de tant d'années. Ouais, franchement, à voir, mais c'est pour l'instant une série. C'est une série ultra plaisante. Le niveau de jeu est au rendez-vous et c'est vraiment super intéressant à voir. Et ouais, honnêtement, j'avoue qu'après les 2 dernières années où on a eu des finales un petit peu. La finale 2017, gros niveau, mais ça a été un petit peu à sens unique au niveau des résultats de fin. Et l'année dernière, où c'était vraiment, à part le match 1 qui nous a donné des sueurs froides, a été un petit peu soporifique, on va pas se mentir, ça fait du bien. Après, dernière chose, parce que j'y pensais, c'est pour ça que j'essayais de retrouver ma pensée, c'est peut-être aussi une des marques de fabrique des Warriors de cette année, c'est que je trouve dans ces playoffs, ils ont une sacrée capacité à... C'est Didier Deschamps, les Warriors de cette année. C'est-à-dire qu'ils gagnent des matchs, c'est l'efficacité à son paroxysme. Ils gagnent des matchs où, franchement, tu regardes la série contre les Trailblazers, à la fin, si on la regarde, elle est un peu dans la droite lignée de ce match 2, en fait. Oh, ils sont menés de plus 17 dans les matchs 2, 3, 4 contre Portland. Et à chaque fois, ils reviennent. Là, ils sont à moins 11 à un moment dans le match 2, ils gagnent. C'est peut-être aussi leur super puissance qu'on arrive à un moment où ils sont même capables d'être dans l'ultra-efficacité et de gagner des matchs vraiment en faisant la course de derrière. À voir. La suite de cette série nous donnera donc la réponse. Pour la suite, comme on vous l'a dit, on le rappelle, dernière chance, enfin j'ai l'impression que je fais gagner un jeu concours, même pas, mais n'hésitez pas, là maintenant il faut vraiment aller vite. Oui, c'est vrai, c'est un jeu concours de nous rencontrer, on va dire ça. Parce que tout le monde peut gagner en quelque sorte. Donc. Oui, tout le monde peut gagner en fait, il suffit juste de nous retrouver au Yellow Man Monkey de Bastille à Paris à 23h vendredi soir pour le match 4 des finales NBA, l'occasion pour vous de discuter, nous surtout, d'échanger enfin avec vous, parce que c'est beaucoup plus chaleureux que des messages sur les réseaux sociaux, on va être honnête. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse et que vous n'avez toujours pas un petit mail, si vous ne nous avez pas encore contacté, un petit mail dunkebdo comme le nom du site @gmail.com, ça nous permettra encore une fois de mieux nous organiser. N'hésitez pas à venir nombreux, ça nous fera vraiment plaisir. Et puis on se fait rare, Alan, hein. C'est rare qu'on puisse nous rencontrer, donc n'hésitez pas à en profiter. Pour ce qui est de, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, sur les plateformes de streaming, Podcast Addict, iTunes, Apple Podcast, je ne sais jamais comment il faut appeler ça, Deezer, etc. Vous nous retrouvez partout. Sur Spotify aussi, n'hésitez pas, je vois que vous êtes de plus en plus à nous écouter sur Spotify, ça fait plaisir. Alan, nous, donc du coup, on est dans une période où il faut calculer le sommeil de façon tactique. Je pense que là, on va aller monter cet épisode-là et vite fait aller dormir. Ouais. C'est le plus sage. Et nous, on se dit donc, on se revoit pour ceux qui seront sur Paris vendredi soir. Et puis, on fera comme d'habitude un bilan après le match 4, après les 2 prochains matchs qui devraient sortir dimanche ou lundi. On vous dira ça plus précisément sur les réseaux sociaux. D'ici là, bonne finale. Salut. Salut.